beaucoup France, merci également au Centre d'Arrivée pour l'invitation et merci bien sûr à Lux pour cette première édition française de cet ouvrage très important. Donc je vais limiter en fait ma brève communication à rapidement présenter Trujillo, puisqu'on l'a déjà fait, et aussi présenter le contexte de l'œuvre, c'est-à-dire déjà en 1995 lorsque le texte a été publié, pour terminer sur un petit mot sur l'importance finalement de cette nouvelle publication en français. Donc Michel Trujillo, on l'a dit, il est né en 1949, comme d'ailleurs François disait, il est mort prématurément en 2012. Prématurément, dans la mesure où oui, il était très jeune, mais aussi parce que quand on regarde l'étendue de son travail intellectuel, on sent bien que Paul Trujillo est non seulement chamboulé, je dirais jusqu'à un certain point, la discipline de l'anthropologie qui était la sienne, mais également la discipline historique qui est la mienne, auquel il a apporté un apport qui est assez considérable. Donc, avant de publier Starting the Past en 1995, Michel Trujillo avait déjà publié en 1977 le premier ouvrage d'histoire d'Haïti en créole haïtien, donc c'est vraiment quelque chose qui est inédit à l'époque. Rappelons-nous que le créole devient une langue réellement reconnue par l'État haïtien seulement avec la Constitution de 1985, après la chute du Duvalier. Donc, publier un livre en créole haïtien qui traite de l'histoire d'Haïti en 1977, c'est vraiment aller un petit peu à contre-courant de ce qui était normalisé au niveau de l'expression intellectuelle à cette époque-là. Il y a aussi son ouvrage très important, Haïti, State Against Nation, qui est la traduction en anglais de son ouvrage de la fin des années 80 sur l'état du valérien. Encore aujourd'hui, on est à presque 40 ans de la publication initiale de cet ouvrage-là, et il reste, à mon sens, le meilleur ouvrage, le plus complet sur le duvalérisme, donc vraiment qui essaie de présenter ce régime qui arrive au pouvoir en 1957 dans la longue durée, c'est-à-dire vraiment de comprendre ses racines historiques, déjà dans le contexte révolutionnaire haïtien, mais aussi dans le contexte de l'avènement de l'État en 1804. Donc c'est un ouvrage qui est très important aujourd'hui et qui reste vraiment une référence. En 1995, il va publier son ouvrage Starting the Past, dont on parle ici. C'est un ouvrage qui, en fait état de réflexion que Trujillo a publié ailleurs, donc notamment dans des revues scientifiques. Ce sont 5 essais essentiellement. Le plus connu des 5 qui porte sur cette idée qu'en fait la révolution haïtienne elle est considérée comme un événement qui existe en dehors de l'historicité, qui existe en dehors des cadres de compréhension occidentale de l'époque. Donc Trujillo parlait d'une histoire qui était impensable, un développement déçu. Je laisserai mon collègue Alain parler davantage de l'importance du contenu finalement de cet essai-là. Mais ce que je veux quand même dire par rapport non seulement à cet essai, mais à l'ensemble de cet ouvrage-là, c'est que Trujillo, en fait, écrit dans un contexte des années 90 assez important. Non seulement d'un côté, il est très critique d'une attitude un petit peu positiviste de l'histoire, parce qu'on présente l'histoire comme étant un petit peu ce réservoir ou répertoire d'événements, et un bon historien n'aurait que pour tâche de finalement seulement répertorier tous ces événements-là dans une sorte de chronologie. Donc c'est un petit peu, si on veut, une attitude qui est née déjà à la fin du 19e siècle, à l'époque où l'histoire comme discipline était en train de se formaliser. Trujillo, en fait, est très critique de ça dans la mesure où, pour lui, en fait, il parle de 2 régimes d'historicité. Je ne vais pas rentrer en trop de détails, mais c'est quand même important de mentionner parce que c'est une partie du poids et de l'importance de cet ouvrage-là. Il parle qu'en fait, il y a un gouffre entre l'histoire événementielle, c'est-à-dire ce qui s'est passé, et aussi l'histoire comme le récit, c'est-à-dire ce qu'on dit sur ce qui s'est passé. Et pour lui, c'est vraiment là où se jouent toutes les nuances et se joue en fait toute cette question de pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui finalement va être considéré comme un événement historique qui méritera même d'être étudié par la suite. Et Trujillo déploie vraiment un argument qui est particulièrement intéressant, qui est très complexe aussi. Voici, il démontre que cette attitude positiviste de l'histoire c'est un peu répertoire d'événements et il suffit d'en faire une chronologie, il montre que en fait c'est impossible parce que quel est le matériau vraiment premier des historiens, ce sont les archives. Et très souvent ce qui arrive, c'est que dans les archives, il y a toutes sortes d'événements qui ne sont pas en fait compris dans les archives. Depuis les 50-60 dernières années, on est très conscient du fait que la vie des personnes dites ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas des grandes figures historiques, elle est souvent absente des archives officielles. La vie des femmes est souvent absente. La vie aussi de certaines figures qui n'auraient pu laisser de traces écrites de leur vie. On peut penser par exemple ici aux esclaves. Eh bien, Trujillo montre comment est-ce qu'à cause de tous ces silences au niveau même des archives, les historiens qui prétendent qu'on peut tout simplement restituer l'histoire à partir des archives, finalement, contribuent à produire des silences dans cette histoire-là. Donc, le travail de Trujillo, il a vraiment eu en 1995 un très grand écho. Quand je dis un très grand écho, je pense qu'on peut même historiciser la manière dont l'ouvrage a été reçu. Au départ, c'est un ouvrage que, dépendamment de la personne,
tout le monde n'est pas toujours confortable avec le texte de Trujillo. Certainement aujourd'hui, aux États-Unis, on considère comme un texte très important de tout ce qui est relié à ce qu'on peut appeler la pensée post-coloniale. C'est certainement pas une école à laquelle Trujillo explicitement se disait appartenir, mais c'est dans ce mouvement-là qu'on a tendance à placer le texte. Mais Trujillo, je pense, va quand même beaucoup plus loin que certaines critiques postcoloniales qui critiquent beaucoup d'éléments d'une fausse universalité occidentale. Trujillo, lui, ne rejette pas forcément certains des outils qui sont utilisés par les anthropologues et les historiens, mais les remet certainement en cause et pose l'importance d'historiciser même la production dans laquelle se sont créés ces outils-là, ce qui rappelle aussi toute sa critique de l'importance de porter attention à la production même des récits historiques. Donc, ça c'est, comme je disais, donc il y a une réception qui est au départ assez positive, mais quand même mitigée par rapport à l'ouvrage de Trujillo. Mais aujourd'hui aux États-Unis, c'est un texte qui est vraiment vu comme fondateur. Que vous soyez un étudiant dans un département d'histoire, d'anthropologie, de sociologie, c'est un texte que la plupart des étudiants au cycle supérieur vont avoir lu. Or, lorsque moi j'étais à la maîtrise de doctorat, ça fait quand même un petit moment, vous voyez mes cheveux blancs, je me rendais compte que, en fait, dans le monde universitaire francophone, le texte de Trujillo n'était pas systématiquement étudié. Hein, c'est vraiment, si je parle de ma démarche personnelle, dans mes cours de métaux, c'est vraiment moi qui demandais finalement que cet ouvrage-là soit vu en classe. Je crois que les choses ont un peu changé dans mon université d'attache depuis, mais certainement à l'époque, c'était vu comme un ouvrage d'un auteur anglophone, d'un auteur américain qui parlait de réalité qui ne touchait pas forcément le monde intellectuel francophone, ce qui est totalement faux, je pense que vous l'aurez déjà compris, d'après ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, si certainement je ne range pas d'ailleurs cette attitude parce que c'est écrit en anglais, ça ne nous concerne pas, le fait que l'ouvrage est maintenant publié en français veut dire qu'il est désormais ouvert à un lectorat beaucoup plus important, surtout dans le monde intellectuel francophone. Même si je crois que c'est important de sortir un peu de nos solitudes, je pense que les auteurs anglophones devraient lire davantage en français, mais je pense que c'est pareil jusqu'à un certain point pour les étudiants et aussi pour les intellectuels francophones de vraiment s'approprier jusqu'à un certain point ces idées, des idées comme celle de Michel Rolf-Trujillo. Donc, je dirais pour terminer qu'aujourd'hui, surtout son essai sur la révolution haïtienne, c'est un petit peu ironique dans la mesure où en 1995, Michel Rolf-Trujillo parlait d'un effort de minoriser finalement l'importance de la révolution haïtienne. Comment est-ce que déjà dans son contexte historique, au niveau de l'historicité, c'est-à-dire au moment même où se produisait la révolution haïtienne, l'Occident n'avait pas les repères pour la comprendre. Et que c'est ce qui explique pourquoi pendant de très longues années, lorsqu'on parlait des mouvements révolutionnaires de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu environ du XIXe, on ne parlait jamais de la révolution haïtienne. Donc Michel Rolf-Trujillo a vraiment amené une critique assez frontale, je dirais, par rapport à cette attitude-là qu'on a pu voir en Occident. Mais ironiquement, je dirais que depuis les 30 dernières années, donc depuis l'apparition de son livre, il y a vraiment une explosion, en tout cas au niveau de tout ce qui est le monde anglo-saxon, des ouvrages qui portent sur différents aspects de la révolution